Inflation, crise énergétique, nouvelles exigences écologiques. Le secteur de la restauration collective n'est pas épargné par la situation actuelle. Pour autant, il s'avère être un acteur incontournable pour répondre aux multiples défis et pourrait même servir de socle de référence aux autres secteurs et aux ménages. Nos invités, Stéphanie Clément-Grandcourt, vous êtes directrice générale de la FNH, la Fondation pour la Nature et l'Homme. La FNH porte avec Restocco la démarche Mon Resto Responsable. À vos côtés, Stéphanie Chevalier-Lopez, bonjour. Bonjour. Vous êtes MOF en conseil expertise en sécurité alimentaire, fondatrice du réseau SCL Qualité. Ce sont des centres de conseil en hygiène alimentaire. Tout à fait. Et vous êtes, et c'est d'ailleurs pour ça que vous êtes aussi avec nous ce matin, vous êtes présidente du cercle sobriété énergétique de Restocco. Sylvie Doria, à mes côtés, présidente de Restocco. Merci. Bonjour. Voilà, d'être évidemment à ce salon, c'est le vôtre. Donc voilà. Et puis également à vos côtés, Laurent Grandin, président d'Interfel, l'interprofession des fruits et légumes. Bonjour Laurent. Bonjour Et à toutes président et à tous. d'ACOFA, l'association de coordination du frais alimentaire. On va débuter avec vous, Laurent Grandin, puisque le gouvernement a lancé le 1er mars un plan de souveraineté pour la filière des fruits et légumes. Alors, objectif généraux, c'est à la fois de relancer la consommation de fruits et légumes français. Et le public ciblé, c'est évidemment la population dans son ensemble, mais aussi la restauration collective et particulièrement la restauration scolaire, la restauration collective qui dans son ensemble a un rôle à jouer dans la dynamisation de la consommation des fruits et légumes. Oui, absolument. Je dirais même que la restauration collective a un rôle fondamental qui fournit pour l'essentiel aujourd'hui et très souvent le seul repas équilibré, et pas uniquement dans les milieux défavorisés, aux jeunes de nos écoles et de nos collèges. Donc c'est une restauration sociale, globalement, et qui gère des contradictions fortes entre les intentions, les injonctions et les actes, parce qu'il y a des réalités budgétaires que je ne vais pas expliquer à cette Assemblée, qui les connaît mieux que moi, mais qui font qu'effectivement, il y a une gestion compliquée, alors que c'est certainement là que se joue une partie de l'avenir de notre nation, notamment au travers des questions de l'obésité. Le plan de souveraineté donc, a été initié à la demande de l'interprofession des fruits et légumes par le ministre Marc Fesneau, comportait des volets, et c'est logique au ministère de l'Agriculture, qui était essentiellement porté sur l'amont, la résolution des pesticides, l'imaginer l'agriculture, l'arboriculture et le maraîchage du XXIe siècle, comment on se protège, comment on s'adapte aux conditions de l'environnement climatique, et bien sûr le financement de la recherche. Il restait un volet que nous avons demandé et que le ministre a souhaité rajouter à notre demande, qui était bien entendu appuyé par toutes les organisations dont Restocco. C'était un groupe de travail sur le soutien à la consommation et à la communication dans le secteur des fruits et légumes. Considérons aussi que on ne peut pas se contenter d'élever l'offre, il faut aussi soutenir la demande. Donc il y a un certain nombre de dispositions qui existent dans ce plan, et nous avons demandé et obtenu aussi un comité de suivi de ce groupe de travail qui avait été un peu laissé de côté. Et donc le ministère, conscient que ça ne pouvait pas avancer sans avoir un accompagnement, a validé le principe. Donc des professionnels sous l'égide d'Interfel, mais de leur propre bannière bien entendu, seront présents pour défendre l'ensemble de ce qui a été aujourd'hui, positionné dans un plan avec un certain nombre de détails et de moyens importants. Encore faut-il que les guichets soient clairement établis et que les financements soient réels. Alors dans ce plan, on l'a dit, il y a vraiment un volet pour relancer, dynamiser la consommation de fruits et légumes en restauration collective et tout particulièrement en restauration scolaire. Oui, alors d'ailleurs le plan ministériel comportait beaucoup d'éléments sur la restauration, et c'est normal. C'est là, je le disais tout à l'heure, que les habitudes alimentaires se forgent, elles se forgent dans l'enfance, donc c'est essentiel. Néanmoins, il fallait aussi élargir à la totalité du secteur. Ça fait très longtemps que collectivement, avec les associations de la restauration, nous demandions une simplification du programme fruits et à l'école, dans la mesure où la France était le seul pays initiateur de ce projet d'origine à ne pas être capable de l'utiliser. Il semble qu'on ait été en partie entendu. Rien n'est parfait, il y a encore des progrès à faire. Ça partait surtout d'une suradministration un peu à la française du dossier.
Et donc le ministre et le cabinet ont fait une pression importante pour une simplification. Bien sûr, les professionnels avaient fait les propositions qui ont été adoptées. Il semblerait que cette année, on aille vers peut-être la moitié de la consommation du budget. On est encore très loin des capacités, mais on part de tellement loin qu'on s'en réjouit toutefois. Et on pense que c'est une première étape vers une véritable utilisation de moyens qui sont quand même à la hauteur de 18 millions d'euros par an. Je sais que ça vous tient à cœur également de parler du rôle et de l'éducation, de la sensibilisation aux fruits et légumes dans les écoles, puisque là aussi c'est un volet important. Oui, parce que c'est bien de mettre à disposition des moyens financiers, mais si on ne fait pas la pédagogie de l'action, il est clair que ça ne sert pas à grand-chose. Et là, il faut, et on porte avec l'Open Agri-Food, mais tout un ensemble d'associations. Il y a 1000 signataires, dont Restocco d'ailleurs, mais de très nombreuses opérateurs, syndicats de la filière alimentaire et de personnalités, députés et autres. On porte l'idée d'un retour d'une éducation alimentaire à l'école, considérant qu'aujourd'hui, il y a une déconnexion à la fois à l'amont sur la production, mais aussi sur le contenu de l'assiette. Et on veut, dans ce contexte, que dans le cadre de l'éducation nationale, soient rétablis des cours de cuisine à l'école, parce qu'on considère que si on n'apprend pas très jeune à mettre en œuvre ces produits, c'est un peu le proverbe chinois, si vous donnez à quelqu'un du poisson, il se nourrira une journée, si vous lui apprenez à pêcher, il se nourrira toute sa vie. Eh bien, face au mur de l'obésité qui se présente, qui coûte d'ores et déjà les maladies induites 30 milliards par an et qui en 2030 sera probablement autour de 100 milliards, il est clair que cette action doit trouver facilement ses moyens de financement, même si le retour n'est pas immédiat, c'est un engagement, encore une fois, pour l'avenir de la nation. Sylvie Doria, peut-être rappeler en quelques mots ce programme et puis qu'est-ce qui joue là? L'objectif du programme, c'est de pousser à la consommation des fruits et légumes et des produits laitiers. En ce qui concerne la restauration collective, il y a le créneau l'heure du déjeuner qui est ouvert et la condition, c'est de mettre des produits labellisés. Et il y a une dotation qui équivaut peu ou prou au surcoût du produit par rapport à un produit conventionnel. Donc financièrement, sur le papier, c'est gagnant-gagnant puisque le surcoût est compensé, puisqu'on peut mettre des produits qualitatifs, faire de la pédagogie et rebondir sur tout ce qu'on vient de dire. Ce programme, il n'était pas utilisé. L'avantage d'être dans des structures comme Restocco, c'est-à-dire qu'on participe en amont au plan de souveraineté, on participe aux travaux des interpros, donc on est dans toutes les interpros, donc on a une vision d'ensemble des objectifs et de ce qu'il faudrait faire pour les produits, et en même temps on a la réalité du terrain, le concret et les solutions pour les adhérents, pour nos pairs. Donc ce qu'on a fait dans ce programme, là, quand on dit on se mobilise pour le relancer, c'est qu'on a vu ensemble qu'on pouvait aller plus loin dans la définition du programme, parce qu'il est simplifié, mais il y a encore quelques points durs qu'on voudrait résoudre. Et derrière, notre engagement, à nous, c'est d'essayer de faire passer le message à tous les gestionnaires qui aujourd'hui ne le font pas, soit par méconnaissance, soit parce qu'ils ont été échaudés et qu'ils ne veulent pas y revenir, pour pouvoir utiliser. On parle de 35 millions d'euros qu'on pourrait convertir en points d'objectifs Egalim. Il faut des programmes qui soient bien conçus, simples. Il faut que les interpros, et avec le CNIEL et Interfel, on est d'ores et déjà prêt à lancer une campagne pour faire inscrire des gestionnaires, derrière redescendre au niveau des adhérents. C'est comme ça que ça marche. L'enjeu, là, c'est pour septembre, évidemment, c'est d'inscrire que les gestionnaires participent à ce programme-là, et dès maintenant, et c'est en septembre. Voilà. On l'a compris, donc Restocco travaille aux côtés et collectivement avec les interpros, et travaille aussi avec la Fondation pour la Nature et l'Homme sur la démarche Mon Resto Responsable. Stéphanie Clément-Grandcourt, déjà, pourquoi la FNH s'intéresse à la restauration collective ? Alors c'est une bonne question parce que ça peut paraître effectivement un peu contre-intuitif qu'on soit sur ce salon aujourd'hui. On s'intéresse à ce sujet depuis longtemps parce que vous êtes, vous acteurs de la restauration collective, des acteurs essentiels de la transition écologique et sociale qui nous occupe tous les jours. Sylvie et Laurent l'ont rappelé tout à l'heure, il y a un enjeu de précarité alimentaire aujourd'hui auquel peut répondre la restauration collective et elle y répond. Il y a aussi un enjeu de structuration des filières en amont au niveau des filières agricoles. La restauration collective a des leviers financiers, des leviers d'achat. Plus elle achètera durable, plus on pourra structurer des filières en amont. Et j'ajoute un autre levier qui est tout aussi important pour nous, c'est la pédagogie qui est possible vis-à-vis des convives. Vous avez là aussi des moyens énormes.
Et c'est sur ces 3 sujets qu'on va se positionner, nous, et sur ces 3 niveaux. Alors, on va être sur le terrain, comme vous le rappeliez, avec Mon Resto Responsable, qui est une démarche qui a été co-créée par Restocco et la Fondation, le réseau Restocco et la Fondation pour la Nature et l'Homme. Alors, en quelques mots, la démarche Mon Resto Responsable, c'est quoi ? C'est d'abord une démarche gratuite, accessible à tous les acteurs de la restauration collective et qui a pour objectif d'être à vos côtés et de vous aider d'abord à aller plus loin dans les objectifs de la loi Egalim, à vous aider à les atteindre, et puis à vous aider à aller vers une alimentation plus durable au quotidien. Donc cette démarche, elle est gratuite. Elle concerne aujourd'hui 300 structures, 1800 sites de restauration. C'est une démarche extrêmement vertueuse parce qu'elle structure les acteurs et qu'elle est commune à une diversité d'acteurs incroyable. Je vous donnerai des exemples tout à l'heure. Et elle structure aussi, elle est très dynamique sur les territoires. On organise régulièrement des journées territoriales d'engagement qui permettent de dynamiser tout un territoire autour de Mon Resto Responsable. On en a organisé dans beaucoup de villes, Colmar, Angers, La Rochelle. La dernière était début juin à Rouen. Il y a eu 160 sites de restauration qui ont été engagés au cours de la même journée. Du coup, ça donne 30 000 repas plus durables qui vont être servis chaque jour, avec une diversité d'acteurs qui va du CHU de Rouen à un club de hockey, en passant par les Compagnons du Devoir. En 2019, la FNH et Restocco ont fait une étude auprès des acteurs de la restauration collective sur la loi Egalim. 75% d'entre vous étaient plutôt favorables à la loi et pensaient qu'elle allait dans le bon sens, mais 78% d'entre vous soulignaient le fait qu'il était impossible d'atteindre les objectifs de cette loi sans un soutien financier et un accompagnement financier pour permettre des investissements matériels et immatériels. Nous, c'est sur ça qu'on va travailler auprès des politiques publiques. On plaide pour un soutien financier, un soutien à l'investissement de 33 cents par repas et par an pendant 3 ans auprès des acteurs de la restauration collective publique pour les aider à mener ce genre d'investissement qui est très vertueux et qui permet des baisses de gaspillage alimentaire, l'introduction de menus végétariens, le travail des produits locaux. Donc une démarche et une dynamique très vertueuse et c'est ça qu'on pousse au niveau des politiques publiques. Et puis le 3e niveau d'engagement et celui qui est aussi très important pour nous, il est au niveau des citoyens. Parce qu'il nous paraît essentiel de faire connaître la restauration collective et les acteurs de la restauration collective comme des acteurs essentiels de la transition écologique et sociale. C'est pour ça qu'on travaille pour le premier semestre 2024 à une campagne de mobilisation citoyenne qui est assez simple et qui vise à dire « Mon Resto Responsable, ça marche auprès des acteurs et ça peut marcher demain auprès des citoyens ». Sylvie Dorien, vous portez avec la FNH un plaidoyer pour demander des moyens supplémentaires pour le secteur de la restauration collective. Tout à fait. Alors on n'est plus au stade de la réflexion, hein, on est au stade de la certitude. La démarche que Stéphanie vient de présenter remonte à 2016, donc elle est antérieure en fait à la loi Egalim. Après il y a la réalité du contexte et depuis quelques années, le contexte il a été compliqué. Donc on prônait les moyens financiers depuis le début, mais on a été amené à revoir progressivement et au fur et à mesure pour coller à l'actualité nos demandes par rapport d'abord à tout ce qui est arrivé en termes de recommandations Egalim. Donc comment on fait pour faire Egalim? L'argent ne fait pas tout, mais l'argent fait beaucoup. Donc il y a des possibilités de revoir nos pratiques, il y a des possibilités de retravailler, de faire moins de gaspillage, de retravailler les process. Donc tout ce travail-là, il a été fait au niveau de l'ensemble des professionnels avec l'aide des interpros où on a beaucoup travaillé famille de produits par famille de produits. Une fois qu'on a fait ça, c'est pas suffisant. Et quand on a en plus sur les 2 dernières années qui viennent de s'écouler, les conséquences de la guerre d'Ukraine, les problèmes climatiques qui peuvent impacter certaines productions et l'inflation, aujourd'hui, il nous faut des moyens. Donc 33 centimes, c'est ce qu'on a porté pendant longtemps. On a été amené à revoir à 40 centimes au moment de l'inflation. On essaye d'avoir des chiffres clés. C'est notre responsabilité de réseau collectif d'aller porter ces ébats-là pour que les pouvoirs publics, après c'est leur décision politique, ils font des arbitrages. Nous, on explique, on défend et on met en phase les résultats qu'on peut obtenir avec les moyens qui sont donnés. Vous portez également un plaidoyer suite aux travaux menés dans le cadre de l'expérimentation repas à l'hôpital. Elle a eu lieu sur 2 ans, qui sont venus se heurter. Entre 2019 et 2021, voilà. Sur 3 hôpitaux, voilà. C'est ça 3 hôpitaux, donc... Paris, Paray-le-Monial et Douai. Absolument. 3 hôpitaux volontaires. L'idée était partie, donc elle a été décalée un petit peu dans le temps, donc effectivement 2019-2021. Vous avez vu ce qui a pu se passer aussi un peu en 2020 à l'hôpital. Donc
ça n'a pas été facile, mais on a pu mener l'expérimentation à son terme. L'objectif était de revisiter complètement dans ces hôpitaux pilotes la proposition alimentaire qui est faite, à la fois pour les patients et à la fois pour les personnels de l'hôpital. On avait 8 expérimentations. Le constat avait été de dire qu'aujourd'hui, il y a des fonctionnements à l'hôpital qui sont peut-être plus tout à fait synchrones avec la réalité de ce qui s'y passe en termes de présence ou pas des patients et de déjeuner, heure de déjeuner. Par exemple, l'ambulatoire, pour donner un exemple, l'ambulatoire a pris une importance croissante et on continuait à devoir commander des plateaux et avoir des plateaux dès qu'on était répertorié comme étant patient de l'hôpital, alors que quelquefois vous pouviez sortir et ne pas avoir besoin de plateau. On a tout remis à plat. Et l'idée, ça a été de dire qu'est-ce qu'on peut changer pour coller aux attentes des uns et des autres, pour être plus simple dans le fonctionnement et pour pouvoir dégager des économies, améliorer le fonctionnement et réinvestir ces économies dans Egalim. C'était l'idée. Et donc, on avait un certain nombre de partenaires. Dont Interfel. Oui, alors on a soutenu avec Frédéric Descrozaille et puis le soutien du ministre de la Santé. C'est l'émanation d'un avis du CNA sur le sujet, qui avait fait un constat, disons, de déséquilibre important, de dénutrition à la sortie des hôpitaux, et avec une utilisation démesurée de compléments alimentaires qui, du point de vue de l'analyse, ne se justifiait pas toujours. C'est important, et je l'ai redit au CNA, que les avis du CNA, les recommandations, les études, elles ne restent pas dans les placards, elles ne restent pas dans les tiroirs, mais pour ça, il faut que les mises en œuvre soient prévues et qu'on les accompagne. Bon, voilà, nous a rejoint sur le plateau, un peu essoufflé. Reprenez votre souffle. Frédéric Descrozaille, député du Val-de-Marne, vous avez piloté en association donc avec le ministère de la Santé, Restocco et Interfel, qu'on vient d'entendre, l'expérimentation repas à l'hôpital. De nouvelles offres alimentaires à l'hôpital sont nées grâce à cette expérimentation. Il y a eu un renouvellement en moyenne de 30% de l'offre alimentaire. Il y a eu plusieurs expérimentations, il y avait plusieurs volets. Les acteurs savent ce qu'il faut faire. C'est un projet qui a pris, la mayonnaise a pris tout de suite, sans jeu de mots, parce que, comme vient de le dire Laurent, il y avait un avis du CNA qui était déjà instruit par les acteurs concernés, en fait. Et c'est un projet qui a été piloté pendant la crise sanitaire. Le principe, c'est de laisser les acteurs se réorganiser, de briser le fonctionnement en silo, de commencer par l'acheteur en lui disant « t'as pas un flingue là pour acheter à moins 3, moins 5, moins 10%, et de réorganiser la chaîne, en fait, avec des gens qui savent. Et donc, il y a eu un grand renouvellement de l'offre alimentaire, oui, tout à fait. Et il y a eu un renouvellement des denrées, c'est-à-dire qu'à l'achat, pour atteindre les niveaux, les critères du titre 2 d'Egalim 1, un renchérissement à l'achat qui a été largement financé par la baisse du gaspillage. Donc, les résultats sont là. C'est tout simple, c'est ouvrir les selfs aux patients qui sont en mesure de pouvoir aller déjeuner au self, ça change tout. C'est aussi pour ceux qui peuvent sortir, qui sont en ambulatoire, le petit panier froid à pouvoir emporter à la maison et pas le plateau qui va arriver. C'est toutes ces choses-là. Et pour rebondir sur ce que disait Frédéric, quand on parle d'Egalim, je schématise un peu, mais en moyenne, ça a permis de passer de pas loin de zéro, un zéro un peu plus, à quelque chose qui va jusqu'à 10-13% suivant les hôpitaux. Frédéric Descrozaille, qu'est-ce que ça nous dit finalement cette expérimentation, que ça marche? Le bilan pour moi il est mitigé au sens où c'est révélateur d'une très bonne nouvelle et d'une très mauvaise. La très bonne nouvelle, c'est que les solutions, elles existent et c'est pas la peine d'inventer l'eau tiède. Encore une fois, c'est un principe de responsabilisation des acteurs, d'interdisciplinarité. Ce sont presque des principes de méthode, en fait. Tout le monde n'attendait que ça, en fait. C'est-à-dire que encore une fois, c'est pas la peine d'aller chercher je sais pas qui va avoir l'idée de génie. Non, donc c'est quelque chose qui est à libérer dans un esprit de responsabilité, puisqu'en fait, on laisse des acteurs se réorganiser. Et le parti pris qui a été accompagné par la DGOS, c'était de dire on expérimente sans ficher avec des tableaux Excel ce qui est dépensé, le temps qui est passé en chambre et je sais pas quoi. C'est-à-dire qu'on laisse en fait les acteurs se réorganiser. La partie négative, c'est que c'est pas déployé. Enfin, c'est consternant. Et là, moi aujourd'hui, ça vous pouvez le répéter, je suis député, c'est de la majorité, je ne renie rien. Et c'est consternant que ce soit moi qui le dise. Mais je suis atterré de voir que ça bouge pas plus que ça. Enfin, les résultats sont là, ça a été piloté dans des conditions qui ne pouvaient pas être pires. Celle de la crise sanitaire, c'est concluant. Donc, je me dis, mais il va encore falloir convaincre je ne sais pas qui au niveau de la Première ministre, parce que
il y a éventuellement plusieurs ministères concernés pour en faire un objet politique et que ça se déploie. On a besoin de soutien politique. Je fais le lien avec ce qu'on disait tout à l'heure avec Stéphanie. Nous, notre boulot, c'est de réfléchir. On a avancé un petit peu dans le sens où on a pu présenter le projet depuis 2-3 mois au ministre de la Santé, au ministre de l'Agriculture. On est passé au prêt à démarrer. On a structuré des formations à partir de tous ces résultats, des programmes et des actions. On est prêt à appuyer sur le bouton, nous. On n'attend plus que le top départ. Et on espère effectivement continuer la pression pour l'avoir. On a commencé à essaimer sans avoir l'aval politique. Mais l'aval politique et le portage politique, quelque chose qui permettrait en plus, sur tout ce qu'on a dit tout à l'heure, pour les filières, pour les développements de filières, pour la satisfaction des convives, pour l'éducation et l'alimentation, d'aller dans le bon sens. On ne lâche pas. Et vous ne lâcherez pas, c'est une certitude. Le coût repas en restauration collective, c'est également un sujet qui vous tient à cœur. Oui, parce que je pense qu'il faut dire, répéter et vraiment que ça devienne normal de penser que l'alimentation sera payée un peu plus cher dans les années qui viennent. On met finalement de la valeur là où on choisit d'en mettre. Ça apparaît normal à tout le monde d'acheter des téléphones portables dont les plus chers coûtent un SMIC et qui sont renouvelés pratiquement, il y en a un nouveau tous les ans ou tous les 2 ans. Et on râle quand le kilo de tomates est à plus de 3,95 € ou le repas à plus de 9,50 €. Ben non, il va falloir remettre de la valeur dans ces chaînes, dans toutes les chaînes de la production de l'agriculture, à l'expédition, la transformation, le conditionnement et la logistique, jusqu'aux services, restauration commerciale et collective. On parle de quelques centimes. Moi, je suis 100% d'accord. C'est ce qu'on défend aussi, la valeur de l'alimentation. C'est toute une filière, en fait, la restauration collective. On ne peut pas décider comme ça abruptement d'un prix et laisser les opérateurs que nous sommes faire ce qu'il faut en bout de chaîne. Il y a des acteurs en amont, on parlait des producteurs, des fabricants, des grossistes, qui à un moment vont se désengager. Il faut des moyens. Donc aujourd'hui, c'est une discussion qu'on a régulièrement avec les différents, parce qu'effectivement, tout ne dépend pas du même ministère, donc c'est un peu compliqué pour nous, mais qu'on a à tous les niveaux. On a engranger un certain nombre de résultats. On sait bien qu'il n'y aura pas un chèque de X centaines de millions comme ça, mais il faut d'abord, comme disait Frédéric, intégrer le besoin de cette valeur, ne pas chipoter, et derrière que cette valeur, les gens fassent des arbitrages. On est dans des arbitrages, quel que soit le donneur d'ordre. Diminuer l'impact des consommations énergétiques en cuisine collective pour réduire les coûts et l'impact carbone du secteur. Là aussi, ça se joue collectivement. C'est ce qu'on va découvrir avec vous, Stéphanie Chevalier-Lopez. Il faut rappeler quand même que l'hiver dernier, on a eu un contexte géopolitique qui a menacé la restauration collective, notamment avec des coupures d'électricité, et qui a mis une pression forte sur la restauration, mais comme tous les domaines de production, pour réaliser des économies d'énergie. En dehors de ce contexte particulier que nous avons subi, il y a quand même également un intérêt de travailler sur cette réflexion de diminuer sa consommation énergétique dans un impact financier. On a parlé du coût du repas et évidemment sur l'impact environnemental que vont avoir les repas. Néanmoins, les économies d'énergie, ça ne doit pas se faire non plus au détriment de la sécurité alimentaire. Ça a été le jeu de faire un petit peu de jongler entre comment on peut faire des économies d'énergie sans qu'il y ait un impact sur la sécurité sanitaire des productions. Donc Restocco a eu l'initiative de créer ce cercle de sobriété énergétique qui a regroupé un certain nombre de professionnels de tout type de restauration collective. Dans un premier temps, l'objectif, c'était surtout d'aider les professionnels à dire, bon, pour pas qu'on nous coupe l'électricité, il faut qu'on joue le jeu et il faut vraiment qu'on diminue nos consommations sans danger. Donc on a sorti, après plusieurs réunions de réflexion, les 10 gestes clés. C'est des gestes simples, mais dans lesquels c'est important de sensibiliser toutes les équipes, sachant qu'en restauration collective, on a 3 gros pôles énergivores. On a tout ce qui va être rattaché à la chaîne du froid. On va avoir tout ce qui va être rattaché à la cuisson, à l'opposé, y compris la liaison chaude. Et puis on va voir l'eau, la consommation d'eau et le chauffage de l'eau. Alors les 10 gestes clés, ils ont été diffusés par Restocco à l'ensemble de ses adhérents. Par exemple, ça va être notamment ne pas oublier d'éteindre les lumières tout simplement, ou de mettre des détecteurs automatiques. Pour aller plus loin, on est rentré dans une deuxième phase dans le groupe où justement on a lancé un questionnaire
à l'ensemble donc des adhérents de Restocco sur une auto-évaluation de sa consommation d'énergie dans son établissement. Donc nous, après, on va justement, en fonction de ces retours, on espère pouvoir proposer des solutions aussi bien individuelles que collectives. C'est le collectif, c'est ensemble qu'on peut trouver les solutions. C'est forcément ensemble. Ça l'a toujours été, mais ça l'est plus que jamais. On a d'ailleurs changé notre gouvernance et notre façon de travailler parce qu'aujourd'hui, il faut être plus agile, plus rapide. On cherche de l'efficacité. On est obligé d'avoir de l'efficacité. Donc, cette notion de cercle, elle a 2 ans. Elle est toute récente. C'est un outil pour mener une réflexion large. Aujourd'hui, on a 5-6 cercles qui portent des sujets très différents. Et on est dans ce souci régulier d'avoir le collectif le plus large possible pour que derrière, au niveau de chaque adhérent, chacun retrouve ce qu'il va pouvoir mettre en œuvre. Donc l'efficacité, notre objectif principal. Merci infiniment à vous 5. On peut vous applaudir, on peut applaudir nos intervenants ce matin.